Bonsoir. Le plus important conflit armé des 50 dernières années en Europe, la guerre de Bosnie, a officiellement pris fin, du moins sur papier. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme. Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Au théâtre municipal, on est vraiment très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture. Mobile arrive là. Le colonel Kay est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Nigareci, ainsi que du Mont Iman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. Ne restons pas trop là. L'accord de paix a été repoussé ? Nous avons entendu à RFI que l'annonce du succès ou de l'échec des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures local. Inch'Allah. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre « L'Amérique perd patience ». Depuis le début de la guerre, un hôpital, sponsorisé par l'Arabie Saoudite, a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, mais c'était normal. C'était donc des décisions individuelles, de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Un accord est trouvé à Paris. Il est signé aux États-Unis, à Dayton. L'accord prévoit en résumé que la Bosnie reste un pays uni composé de 2 entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire et la Fédération des Croates et des musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée, les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulman. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Quant aux casques bleus, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en 3 zones. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires, la délimitation des zones correspondant à chaque entité ne correspondant pas aux zones de cessez-le-feu au moment des accords. Les accords politiques ont permis de transférer un certain nombre de territoires
où étaient stationnées des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque, et inversement, avec effectivement une majorité de transferts de territoire serbe vers l'entité bosniaque. Mais il ne fait vraiment pas l'unanimité, loin de là, cet accord. Je dirais même qu'il est décrié par tous les acteurs de la guerre. Tous les acteurs de la guerre. Sauf les États-Unis. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. Après Dayton, il a fallu que je parte de ma maison. Mes voisins aussi. Nous avons été chassés des Dinzarechi, car cette localité était donnée à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne voulais pas y rester. Donc c'était en 1996, quand les accords de Dayton ont été appliqués. Oui, moi je me suis réfugié à l'Est. Un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser un jour ou l'autre. Et ça s'est passé comment? Eh bien, ça s'est passé mieux que nous le pensions, parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Iliza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Le pavillon des femmes. Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates, qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple, ont complètement éclaté. Les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp, avec leurs enfants en âge de se battre. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérées, beaucoup d'entre elles ont craqué. Et puis il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille, qui un beau jour a disparu dans la tourmente. Ivana est de celles-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, ses biens confisqués. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrer. Rentrer à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison.
Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. Fin décembre 1995, la guerre est finie et Sarajevo panse ses plaies. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré 2 fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En 4 jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais pas à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là. Et après les accords de Dayton, nous avons eu des modalités d'action quelque peu différentes et une subordination différente, puisque dès la signature des accords de paix, de casques bleus, nous sommes devenus des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain, avec des autorisations de mouvement, d'opération beaucoup plus larges que celles que nous avions lorsque nous étions casques bleus. La force de mise en œuvre, l'IFOR, supervise la fin des hostilités, le transfert des territoires, le cantonnement des armes lourdes et la démobilisation. We created a ZOS, ZOS, Zone of Separation, 10 kilometer wide, a demilitarized zone where no heavy weapons could be stationed. We had 60,000 troops, which meant that there was soldiers on every street corner. Considering it was NATO's first ground mission, I think it was a tremendous success. These were NATO-led operations, obviously based on NATO infrastructure, but they involved nations from outside of NATO participating, including the Russian Federation. En décembre 1996, l'IFOR est remplacé par la force de stabilisation, la SFOR, qui compte 32 000 hommes. Pendant les 9 années de présence des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, 43 pays d'Europe et du reste du monde mettront des troupes à disposition. Le nombre de soldats passera progressivement de 60 000 à environ 7 000. Ce traité qui, de l'avis de tous, même de nos parlementaires, est un mauvais traité. Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur la Bosnie à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'oublie pas d'où on part. La Bosnie est le résultat de la méthode effroyable de démembrement de l'ex-Yougoslavie. Le point de départ est dans le fait que le gouvernement allemand a refusé d'entendre ce que demandait le gouvernement français, à savoir qu'avant qu'on reconnaisse les indépendances de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie, chacun des gouvernements reconnaisse d'abord le statut de sa minorité. C'était la demande française. Les Allemands sont passés outre et ont reconnu en 48 heures des entités dont les frontières n'étaient pas définies et les minorités non reconnues dans leurs droits. Ça, ce sont les faits. Pour terminer, après la déflagration générale,
la Bosnie-Herzégovine, et la Bosnie était le pays le plus multiculturel et multiconfessionnel de toute l'ex-Yougoslavie. Et nous pensions, nous défendions, ceux qui à l'époque s'en occupaient, cette idée qu'il fallait leur donner leur chance. Les conditions effroyables de la guerre civile en Bosnie, alimentées et financées par toutes sortes de gens tout autour, ont abouti à ce résultat qu'il y a 3 collectivités, que chacune constitue une république sur une base ethnique et qu'elles sont fédérées dans la Bosnie d'aujourd'hui. L'absence de l'Europe et des pays européens, leur tellement visible implication dans le chaos qui régnait, a été telle que ce sont les Américains qui, après être intervenus militairement sur la Serbie dans le cadre de l'OTAN, ont parrainé ce qu'on appelle les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'est typiquement une invention américaine, c'est-à-dire une fédération d'ethnies qui constitue un État. Voilà. Nous, les Français, on n'a jamais vu comme ça les États-nations. C'est pas notre façon de voir le monde, et nous ne croyons pas que ce soit une solution que de fabriquer un État en fédérant des ethnies, parce que les ethnies restent et les États disparaissent. Et c'est ce qui se passe. Ne perdons jamais de vue les tendances longues et lourdes de l'histoire, parce que sinon, nous sommes, me semble-t-il, condamnés à l'angélisme. Naturellement, je ne dis pas que ce que j'en dis moi veuille vous condamner à un regard noir sur l'histoire, mais réaliste. Hein. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'innocent. Je suis tout à fait d'accord avec vous que, je l'ai dit, je le qualifie comme ça, les accords de Dayton ne sont pas un accord de paix. Voilà, c'est un accord de guerre. Mais que sont devenues les brigades islamistes? Alors beaucoup ont été obligés de quitter le territoire. Richard Holbrooke, le négociateur américain, impose aux Bosniaques de déporter tous les combattants étrangers, y compris ceux qui ont obtenu la nationalité bosniaque. À cette époque, près de 800 moudjahidines sont concernés, sur les 5000 qui sont venus en Bosnie. À contre-cœur, le président Izetbegović s'incline. Alija Izetbegović ne nous a jamais demandé de partir. Ce n'est pas dans les mœurs de ce peuple que d'expulser les gens qui les ont aidés. Mais bon, quand l'oncle Sam dit que c'est blanc, tout le monde dit que c'est blanc, et quand il dit que c'est noir pour tout le monde. Certains, en tout cas, sont restés et ont créé des familles. Oh my God! Ninja, ninja, ninja. Il n'y avait pas des gens comme ça avant la guerre. Ça c'est des exportations des démocraties européennes. This is import from European democracy. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui, pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. La religion joue un rôle très important dans notre société, qui est toujours laïque, mais la religion s'est infilée dans le tissu politique, social. Donc il faut être très prudent et il faut permettre ce pluralisme identitaire. La religion, je dis, c'est quelque chose qui peut nous unir si on est religieux, si on est croyant et si on croit à un Dieu, c'est le Dieu d'Abraham pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Mais comment on peut permettre que ces choses nous divisent? C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut soigner. Comment faire comprendre ces choses aux gens? C'est un discours très simple, mais malgré le régime communiste qu'on a eu ici après la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Tito, la religion
a toujours eu sa liberté en expression, disons. Pendant la guerre, après la guerre, on a eu des influences terribles de partout. Malheureusement, cette connexion parmi les musulmans, c'est-à-dire influence qu'on a eue des pays musulmans, arabes, et en particulier les combattants, les moudjahidines qui sont venus ici, ont porté pour nous, une nouvelle interprétation, une nouvelle pratique de la religion. Les gens ont accueilli aussi ça. Les djihadistes étrangers quittent peu à peu la Bosnie. Certains s'y cachent avec la complicité des autorités bosniaques. Leur rancœur est grande. Ils se sentent trahis par l'Occident et certains dirigeants bosniaques. Pour beaucoup, la guerre sainte ne s'arrêtera pas là. Chapeautés par la nébuleuse terroriste qui s'est formée en Bosnie, des groupes autonomes s'infiltrent dans toute l'Europe. Les services secrets occidentaux s'affolent. Des cellules sont démantelées en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et même au Canada. Et puis, tout de même, ce reportage sur une famille bosnienne qui nous montre bien que, même si beaucoup de fondamentalistes sont partis, leurs enfants en tout cas sont là, et l'aide de l'Arabie Saoudite ne fait pas défaut. Pantacourt et barbe longue. Ces jeunes Bosniens ne sont pas hipsters, mais salafistes. Ils veulent vivre comme leur prophète. En plein centre-ville de Sarajevo, plagiant Facebook, ils tentent de séduire petits et grands en vantant un islam basé sur la charia. Bonbon d'une main, livret coranique de l'autre. Allez-y, servez-vous. Ça, c'est pour les enfants, une cinquantaine de très belles histoires. Je suis heureux quand je vois que l'islam progresse et se propage. En Bosnie, l'islam majoritaire coexiste avec le catholicisme et l'orthodoxie depuis 600 ans. Ici, des musulmanes sans voile ou des musulmans consommant de l'alcool ne choquent personne. Une approche libérale que Bakir a rejetée il y a un an pour se convertir au salafisme. Pour trouver le véritable islam, il faut s'en tenir à l'interprétation des premiers siècles, mais pas aux interprétations modernes, souvent polluées car elles sont influencées par la philosophie occidentale. En Arabie Saoudite, ils sont restés dans le plus pur islam. Les musulmans de Bosnie représentent 45% de la population. Hier encore, il était impossible de les distinguer. Aujourd'hui, barbe, tunique longue, hijab, niqab restent minoritaires, mais se banalisent. C'est surtout un effet de mode, même si cela paraît un peu fou de dire ça. Beaucoup de ces filles qui portent le voile sont directes et très sûres d'elles. Mais je sens que c'est un changement par rapport à ce que nous sommes réellement. Rejetés par une majorité de Bosniens, les salafistes vivent en marge. Mirsad et Azra sont tous deux nés ici, à Sarajevo. Aujourd'hui, le couple s'est engagé dans l'humanitaire. On ramène un fauteuil roulant à une petite fille de 7 ans, Sarah. On avait lancé une action pour elle. La petite fille est atteinte de plusieurs maladies lourdes. Ces photos seront postées sur la page Facebook de son ONG islamique pour générer des dons. Salam alaikum. Alaikum salam. Il faut juste gonfler les pneus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut rentrer voir Sarah? À la première rencontre, la petite avait pris peur et pleurait.
mais elle a fini par s'habituer au voile intégral. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir, chaque jour, s'y pressent. À l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 Bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque, tout frais payé.